Bonjour et bienvenue sur Tcheleka Media, plus loin que l'œil puisse voir. Selon Murphy Kelvin Berry, il est urgent de construire un environnement juridique protecteur du patient, préserver le lien de confiance entre le citoyen et l'institution médicale et rappeler à l'État son rôle de garant de l'offre sanitaire. Il nous en dit long dans son ouvrage intitulé Justice médicale et offre sanitaire. La grande interview, c'est tout de suite. Bonjour Monsieur Murphy Berry. Bonjour, Comment monsieur, allez-vous? je vais très bien, Comment merci. s'est passé votre séjour au village? Merci, ça a été. Alors, quelles sont vos impressions d'être parmi nous sur Tcheleka Media? Écoutez, c'est un sentiment de joie, un sentiment de respect surtout, de voir que l'environnement médiatique au Congo est en train de s'élargir. Et j'en découvre également votre structure, alors je suis impressionné. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous également, abonnés fidèles de Tcheleka Media. Nous vous prions de partager, liker, commenter ce contenu comme vous avez l'habitude de le faire. Monsieur Murphy Berry, nous allons aborder nos discussions. Avec la première partie, nous allons parler de la justice médicale. On aimerait savoir premièrement, c'est quoi la justice médicale et comment s'applique-t-elle? Merci pour cette question. Alors, la justice médicale est bien évidemment l'ensemble des règles, on va dire de loi, mais aussi l'ensemble des règles de l'ordre public sanitaire qui s'imposent à l'État, qui s'imposent au personnel de santé, qui s'imposent également aux patients. Et donc, la médecine est une science qui s'applique dans un cadre légal. Et lorsqu'il y a un litige, il faut appliquer les règles de droit pour départager les parties qui s'opposent sur un objet. Donc, en résumé, la justice médicale n'est autre que l'ensemble des règles subjectives et objectives qui s'imposent à l'État qui est garant de l'offre sanitaire, au personnel de santé qui constitue là une structure essentielle dans l'offre sanitaire, puis vous avez nous les patients qui recevons du corps médical les soins. Donc la justice médicale, comme je l'ai dit, en résumé, c'est l'ensemble des règles qui participent à résoudre les différends entre praticiens et patients. Et pourquoi vous avez décidé de dire justice médicale? Est-ce un moyen de dire indirectement que la justice au Congo, la justice médicale au Congo n'est pas juste? Non, le terme justice, ce n'est pas dans sa dimension sociale où on dit justice, c'est forcément que deux citoyens se retrouvent devant le juge. La justice ici, c'est l'ensemble, des règles qui s'appliquent lorsque il y a un litige entre un praticien et un patient. C'est dans ce sens-là. Et rappeler également que la justice médicale n'a pas débuté aujourd'hui. C'est une justice qui date d'antan. Et dans le livre, je l'ai rappelé l'histoire en disant que depuis l'Antiquité, nous avons déjà eu la justice médicale avec le Code d'Hammurabi. Ce Code d'Hammurabi qui était un code très rigide, encore très dur à l'égard du corps médical. À cette époque, un médecin qui tuait un patient devrait également être tué. Un médecin qui soignait mal, par exemple, qui causait un préjudice, devrait également subir cette rigueur. En réalité, c'est l'époque de œil pour œil, dent pour dent. Bon, si l'on parle du Code d'Hammurabi depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant, vous comprenez que la justice médicale, elle n'est pas nouvelle, elle est ancienne. Elle date d'antan. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de rappeler toujours à chaque génération, pardon, notre génération, notre mission, c'est de nous rappeler que la justice médicale existe et le secteur sanitaire est encadré par les règles de droit, la loi, bien évidemment, les instruments de droit qui encadrent l'ordre public sanitaire. En ce qui nous concerne, est-ce qu'il y a une loi aujourd'hui qui protège les patients lorsqu'ils sont confrontés à des bavures ou encore à une certaine injustice lorsqu'ils sont dans les hôpitaux? Merci pour cette question. Alors, je vais parler du Congo.
Alors, le Congo, nous avons hérité de la France, on va dire les instruments juridiques. Alors, depuis l'affaire Focol, Dame Focol, permettez-moi de vous rappeler succinctement cette histoire. En France, nous avons Dame Focol, une dame qui était enceinte, qui devrait accoucher. Le jour de l'accouchement, c'est une sage-femme qui se met au service de cette dame. Mais la sage-femme n'arrivait toujours pas, n'a pas pu, bien évidemment, faire accoucher la dame. Et qu'est-ce que la sage-femme a fait? Elle a décidé de faire appel à un médecin, c'est le docteur Elie. Quand le docteur Elie arrive, ce dernier n'a pas jugé bon de demander à la sage-femme l'ensemble de la situation, comment la situation s'est déroulée. Ce dernier a préféré utiliser une technique, notamment la section. Il a préféré sectionner l'enfant dans le ventre de sa mère. Pour le docteur Elie, c'était pour sauver la vie de la mère. Alors donc l'enfant Focol naîtra lourdement handicapé parce que avec tout de même des bras sectionnés. Pour le docteur Elie, l'enfant était mort dans le ventre de sa mère parce qu'elle était en train de couper l'enfant pour le sortir. Heureusement, pas malheureusement, l'enfant qui était sectionné lourdement est né vivant, c'est-à-dire l'enfant a commencé à pleurer. Alors cette situation a bouleversé la société. Il dit, mais comment un médecin peut avoir comme technique, c'est de tuer l'enfant au lieu de sauver l'enfant. Alors la famille Focol va décider de saisir le juge. Mais à cette époque, l'Académie de médecine regroupe des médecins qui soignaient le roi. Et donc, les médecins se disaient que le code civil qui était applicable en France ne pouvait s'appliquer aux médecins. Parce que les médecins se disaient que ça n'intéressait pas le corps médical. Alors le juge en charge du dossier va finalement écrire à l'Académie pour demander si réellement le comportement le comportement du docteur Elie était conforme à l'art médical. L'Académie va répondre en disant que oui, si on remplaçait un autre médecin à la place du docteur Elie, ce dernier devrait forcément utiliser la même méthode que le docteur Elie. Alors, en sus de ce point, l'Académie rappelle aux magistrats que les règles du droit civil ne s'appliquent pas aux médecins. Et donc, ça ne sert pas que la justice puisse écrire à l'Académie pour demander des avis lorsqu'un médecin est impliqué. Alors, le magistrat en charge du dossier a instruit le dossier. À la fin, il a décidé de condamner le docteur Elie à l'appui des articles 1382 du Code civil qui disait que tout fait quelconque de l'homme qui cause autrui un dommage oblige celui-ci de réparer. Le juge a considéré que le résultat obtenu avait causé un préjudice à la maman qui s'attendait à mettre au monde un enfant normal. En entier. En entier, bien évidemment. Mais secondo, c'est que l'enfant qui est né lourdement handicapé, c'est un dommage énorme. Alors, donc, pour le juge, il a retenu la responsabilité du docteur Elie, notamment ce qu'on appelle par la responsabilité civile délictuelle. Et ça avait bouleversé l'ordre des médecins qui, bien évidemment, ont promis aux magistrats de ne plus recevoir les soins des médecins. C'est le premier moment du choc entre la justice médicale et le corps médical. Donc, nul était le courage du juge à considérer que le docteur Elie avait causé préjudice à Madame Focol, et si le juge également avait suivi les recommandations de l'Académie, peut-être qu'on ne pouvait pas parler de cette jurisprudence. Et donc, en France, c'est une jurisprudence qui a considérablement bouleversé l'ordre public sanitaire. Puis, nous avons la jurisprudence sur l'arrêt Mercier, toujours en France, la Cour de cassation. Ici, la Cour de cassation
rappelle que la relation entre patient et médecin se déroule dans un cadre contractuel. Et donc, s'appliquent sur le contrat médical les règles du droit civil contractuel. Et donc, à partir de ces deux jurisprudences, nous sommes avant les indépendances, donc ça se passe avant les années 60. Lorsque le Congo a accédé à l'indépendance, nous avons récupéré l'arsenal juridique de la France pour en faire notre arsenal juridique. Et depuis lors, au Congo, nous utilisons la jurisprudence Foucault et la jurisprudence Mercier, et beaucoup plus jurisprudence Mercier, qui nous rappelle que dans une relation qui lie patient et médecin, cette relation se déroule dans un cadre contractuel. Et comme ça se déroule dans un cadre contractuel, cela veut forcément dire que entre le patient et le médecin, les règles du droit civil s'appliquent, particulièrement les règles du droit des contrats civils. Je tiens à rappeler, à signifier à nos téléspectateurs que Murphy Kelvin Berry, il est magistrat et spécialiste en droit de la santé. Monsieur Murphy, je reviens vers vous. Votre ouvrage est un plaidoyer pour le respect de la dignité humaine. Pensez-vous, pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que les patients ne sont pas traités avec humanité dans les hôpitaux? Cette question, elle est très pertinente, voyez-vous, et c'est un sentiment que j'ai moi-même vécu. Lorsque j'écrivais l'ouvrage, j'ai pris le soin de demander, poser des questions sur la manière que le citoyen lambda percevait notre système sanitaire. Alors, sur 10 compatriotes interrogés, au moins 8 se disaient que notre système bègue un peu, pêche un peu. Et j'ai demandé pourquoi. Et généralement, leur réponse disait, mais on a le sentiment que nous avons en face un corps médical qui ne comprend pas la souffrance du patient, voyez-vous. Alors, ça m'a permis, bien évidemment, de tirer les conséquences. Vous allez lire le livre, de tirer les conséquences. Et quelles sont les conséquences que j'ai tirées? Je me suis rendu compte que il se peut qu'il y ait un problème de formation et d'information. Parce que le médecin, c'est celui-là qui a prêté serment pour sauver la vie et pour protéger la vie. Et si vous regardez le serment d'Hippocrate, qui constitue bien évidemment dans le contrat médical ce qu'on appelle par la cause, le médecin prête serment pour premièrement sauver la vie du patient, et même au détriment, même au péril de sa vie. C'est ça le serment d'Hippocrate. Alors la question que l'on doit se poser, c'est la cohésion entre ce qui est écrit dans le serment et ce qui est vécu sur le terrain. Selon le sentiment de nos compatriotes, il y a quand même, on va dire, il y a une contradiction flagrante. Nos compatriotes, souvent, sont un peu dessus parce qu'ils se disent, est-ce que réellement, nous sommes en face des médecins qui ont prêté serment? Mais ici, il faut distinguer, c'est pas tous les médecins qu'il faut impliquer. Il y a des médecins qui respectent la vie humaine, qui passent, qui positionnent, j'allais dire, la vie humaine au-dessus de toute considération. Ça, il faut saluer ce genre de médecins. Mais par contre, entendre nos compatriotes, il y a des médecins qui, en dépit de la souffrance du patient, font passer d'autres considérations que la vie humaine. Donc, si nos compatriotes se plaignent, bien évidemment, peut-être qu'il s'agit là d'un problème de formation et d'information. Parce qu'un médecin ne se forme pas en 8 ans. Il y a ce qu'on appelle par la formation continue. Il faut continuer à former le médecin, surtout la question sur l'éthique médicale. Il faut constamment rappeler au médecin les obligations qui pèsent sur lui, particulièrement l'éthique médicale. Mais comment expliquez-vous ces comportements déviants à l'endroit des patients? Comment s'explique-t-il, vous, en tant que spécialiste en droit de la santé, comment vous percevez ce phénomène? C'est dû à quoi? C'est comme je vous ai dit, la médecine
c'est un métier où l'on part par vocation. Ok? C'est-à-dire que on ne peut être médecin pas la personne qui veut être médecin, mais qui a des compétences, qui a des aptitudes. Alors, si vous avez, par exemple, des compatriotes qui vont faire médecine parce qu'il faut remplir, il faut couvrir un besoin, par exemple un besoin financier, parce que je veux faire la médecine, parce que je veux avoir de l'argent. Il est évident que l'on peut être en face d'un médecin qui va, au lieu de faire passer la vie avant d'autres considérations, ce médecin-là aura comme vocation de faire passer en premier ses propres intérêts. Et c'est ce que nous constatons. Si vous rencontrez un médecin qui fait passer ses propres intérêts avant les intérêts du patient, conformément à l'objet du contrat, conformément à la cause du contrat, c'est que nous sommes en face d'un médecin qui, en réalité, est arrivé là, non pas par vocation, mais par nécessité. Et dans un pays où, comme le nôtre, où le chômage frappe un peu, les gens choisissent des métiers, non pas parce que l'on veut l'être, parce que l'on veut être mieux en société. Et là, c'est notre premier péché. Il faut bien évidemment que l'État puisse regarder cet aspect, décider en fait, choisir ou encore sélectionner, j'allais dire, des personnes qui vont vers le secteur de la médecine, non pas par nécessité, mais par vocation. En le faisant, je pense qu'on aura peut-être plus de médecins professionnels, quand je parle de professionnels, c'est-à-dire des médecins qui respectent l'éthique médicale, que ceux-là qui ne respectent pas l'éthique médicale. Donc tout le problème, monsieur le journaliste, c'est la formation, mais aussi la vocation. Il faut être passionné. Il faut être passionné. Je vous ai parlé du Code d'Hammurabi. À l'époque, lorsque le Code d'Hammurabi a érigé la mort comme sanction contre les médecins, parce que là-bas, c'est œil pour œil, dent pour dent. Si vous tuez un patient, on vous tue. Le corps médical s'était vidé parce que les gens ont fui la sanction. Mais il y a eu une partie qui est restée des médecins parce qu'eux se disaient, on préfère mourir en traitant le patient que de fuir. Vous sentez ce risque, mais également ce courage. La loi prévoyait des sanctions dures. Alors, ceux-là qui ont intégré la médecine à cette époque par nécessité, tous sont partis. Mais ceux-là qui ont intégré le corps médical par vocation sont restés. Jusqu'à ce que, avec le temps, la loi a été modifiée. Donc, c'est pour dire, si je peux répondre à votre question, monsieur le journaliste, la difficulté que nous avons sur le terrain, face à des médecins qui ne respectent pas l'éthique médicale, c'est un problème de vocation. C'est mon point de vue. Je l'ai dit en tant que doctrinaire, je peux me tromper, mais la science également évolue par erreur. Je peux me tromper, mais je peux vous dire, c'est mon point de vue, les crises que nous avons dans le secteur sanitaire est beaucoup plus liée à une vocation. Beaucoup de nos compatriotes intègrent le corps médical, non pas parce qu'ils veulent soigner, sauver des vies, parce qu'ils veulent se faire, bien évidemment, une situation sociale. Et justement, puisque nous parlons toujours de justice médicale, est-ce qu'il y a des sanctions face à ce genre de bavure, face à ce genre d'attitude des médecins envers les patients? En tant que spécialiste en droit de la santé, est-ce qu'il y a des sanctions derrière? Bien évidemment. Je vous ai dit que l'acte médical s'exécute dans un cadre légal, un cadre contractuel. Et pour que le contrat soit valable, il faudra qu'il y ait un consentement, qu'il y ait la capacité, qu'il y ait l'objet licite et la cause licite. Parlons de l'objet. L'objet du contrat, c'est les soins, la prestation médicale. N'importe quel médecin, n'importe quel professionnel de santé qui a prêté serment, l'objet c'est de soigner. Mais l'objet doit être conforme à la loi et à l'ordre public sanitaire. C'est-à-dire que lorsque le médecin soigne, tout ce qu'il pose doit être conforme à la loi. Tout ce qu'il pose doit être conforme à l'ordre public sanitaire. Il s'agit ici de son devoir. Bien évidemment. Donc, lorsque le médecin soigne et que les actes qu'il pose sont contraires à la loi,
là, le contrat est vicié. Et le patient peut bien évidemment mettre en exergue la responsabilité du médecin parce que le contrat est vicié. Donc, autrement dit, le patient dispose des leviers. Le levier existe. La loi existe qui prévoit qu'un médecin qui traite mal un patient peut être traduit devant le juge. Un patient qui traite mal un patient peut être traduit devant l'ordre des médecins pour des sanctions disciplinaires. Ça peut être aussi devant le juge pénal lorsqu'il y a une négligence qui cause un préjudice, notamment, ça peut être, comme la loi le dit, un homicide involontaire. Donc, pour cette question, oui, la réponse, je dis oui. La relation entre patient et médecin se déroule dans un cadre contractuel. Et lorsque l'une des parties ne respecte pas les obligations du contrat, la partie victime peut saisir le juge pour obtenir réparation. Et donc, c'est pour dire également à nos compatriotes que lorsque vous êtes devant un médecin qui a pour vocation de soigner, mais qui soigne en ne respectant pas les règles déontologiques, encore éthiques, qui soigne en ne respectant pas la loi. En étant désagréable, voilà, mal poli. Justement. Utiliser un ton menaçant, souhaitant même la mort du patient. Le consentement doit être clair. Le consentement. Là, nous parlons du consentement. Est-ce que vous pensez qu'il faut durcir la loi pour que les médecins reviennent à l'ordre? Non, la loi existe. Nous avons des dispositions de la loi. On a comme l'impression que c'est juste sur papier. Non, mais c'est parce Monsieur Berry. Est-ce que parce qu'on vit les bavures au jour, on vit les bavures presque tous les jours. Hein. Nous vivons dans un monde civilisé, un pays où la loi existe. Le juge ne peut pas s'autosaisir. C'est le patient qui se sent menacé, qui pense que le contrat n'a pas été bien exécuté. C'est à lui de saisir le juge, et le juge a pour mission de vérifier, de contrôler l'acte médical. Si l'acte médical était contraire à l'ordre public sanitaire, si l'acte médical était contraire, bien évidemment, à la loi, le juge va appliquer les sanctions. Mais je peux vous dire, monsieur le journaliste, dans les tribunaux, les médecins sont estés en justice par des patients. Ah oui, bien que on peut en compter quelques jurisprudences, mais nous avons des médecins qui répondent devant les juridictions parce que le patient a considéré que le comportement, l'acte médical n'a pas répondu aux exigences techniques et scientifiques de la médecine. Donc, si je peux vous dire ici, je peux vous dire, sans risque de me tromper, bien évidemment, sur le terrain, il y a des procès qui se tiennent contre les médecins, contre, bien évidemment, tous ceux qui font partie du corps médical. Voilà, les procès s'y tiennent. Mettons la question que l'on peut se poser, à quelle fréquence? Pourquoi, sur le terrain, quand vous interrogez les compatriotes, ils vous disent que non, vraiment, nous, on n'est pas d'accord. Mais sur le terrain du droit, la fréquence des plaintes est un peu... en fait, ça ne suit pas. C'est quoi le problème? Mais là, peut-être je pourrais vous répondre. Vous savez que si vous êtes à l'hôpital, vous avez un frère, une sœur, une mère qui est malade, et que même pour soigner le patient, votre propre frère, vous avez des difficultés pour payer les ordonnances. Mais vous avez quand même constaté des manquements. Voyez-vous? Et quand la personne décède, la plupart des familles, au lieu de demander justice, préfèrent d'abord privilégier l'enterrement du parent. Ok? Parce que nous sommes également coincés par la coutume. Mais si vous enterrez le parent, vous enterrez également l'objet de contestation. Parce que si la personne est enterrée, comment faire l'autopsie par exemple? Donc, il y a également l'aspect social. Ce n'est pas parce que le citoyen accepte les fautes que l'on constate au sein des hôpitaux encore cliniques, tout simplement parce qu'il y a un aspect social aussi qui intervient. Comment agir? D'autant plus que la justice au Congo, elle n'est pas plus ou moins gratuite, sauf pour ceux qui bénéficient de l'assistance juridique, mais à quelle fréquence? Donc, on ne peut pas aller au tribunal sans argent. Vous avez un parent qui est à la morgue
vous avez un médecin qui est en face de vous, qui en réalité a posé des actes contraires à l'ordre public sanitaire, encore contraires à la loi. Il faut faire le choix entre enterrer et aller devant les juridictions. Vous allez préférer quoi? Pour la plupart du temps, nos compatriotes préfèrent privilégier l'enterrement du patient, en fait, du parent. Et ce comportement également, peut-être permet à certains médecins de croire que la justice médicale n'existe pas. Non, elle existe, tout simplement parce que, quelque part, les victimes sont coincées par les aspects financiers. Comment enterrer, comment aller devant le tribunal. Je vous donne un exemple. Pour saisir le juge, il faut une requête, mais la requête, elle est payante. Ok, si on dit 25 000, alors que même les 25 000 francs pour avoir l'hôpital, pour payer l'ordonnance, c'était difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, je l'ai souligné dans le livre, cette souffrance. Alors devant cette souffrance, l'État doit prendre ses responsabilités. C'est de comprendre que si certains médecins ne sont pas traduits devant le tribunal, c'est pas parce que le système fonctionne, c'est parce qu'il y a une souffrance financière qui empêche certaines personnes à saisir le juge. C'est dans ce cadre que voilà, il y a une fréquence un peu réduite des procès contre voilà les agents de santé. Parlons de la relation entre le soignant et le soigné. Aujourd'hui, comment raviver le lien de confiance entre les patients et les professionnels de santé? Alors, le livre, ce n'est pas aussi un procès contre les médecins, tout le corps, en fait, tout le corps médical. Le livre, j'essaie de dresser un tableau, ok, mais je rappelle déjà le sacrifice du corps médical. Vous savez, le médecin est parmi le professionnel au Congo qui travaille beaucoup, et surtout dans des conditions un peu médiocres. Mais ces hommes et ces femmes essaient un peu de donner le meilleur de leurs propres énergies pour résoudre nos problèmes de santé. Donc, de prime abord, il faut rendre hommage aux agents de santé. Secondo, nous vivons dans un monde, dans un pays où la loi existe. Même si vous donnez le meilleur de vous-même, lorsqu'il y a une faute, il faut répondre. Donc, la relation entre patient et médecin, comme je vous ai dit, c'est une relation qui se déroule dans un cadre légal. La réponse, bien évidemment, c'est de demander aux médecins, de demander aux patients de respecter les règles, de respecter la loi. Si le médecin respecte la loi, si le patient respecte la loi, bien évidemment, nous allons construire un système sanitaire où il y aura le respect mutuel. Mais si vous voyez, par exemple, sur le terrain, un médecin, vous savez, c'est quand même, je l'ai vécu moi, une personne qui est ramenée en urgence, dans les services des urgences au CHU. Quand la personne arrive, on dépose la personne, plus rien. Voyez-vous? Alors que en matière d'urgence, il est fait exigence au médecin de prioriser le patient en difficulté sanitaire urgente. Voyez-vous? Lorsque un drame peut survenir parce qu'il n'y a pas eu la prise en charge, qu'est-ce qu'on va dire? Le médecin peut-être va dire non, j'étais débordé, j'étais seul, tout ça, mais le patient, lui, qui arrive, le parent du patient, lui ne verra pas que le médecin était débordé. Pour le parent du patient, c'est qu'un être cher est parti. Et donc, le problème entre patient et médecin, il faut faire intervenir l'État à l'intérieur. Premièrement, il faut intervenir l'État. Il faut que l'État intervienne. Et quand je dis qu'il faut faire intervenir l'État, il faudra que l'État mette à disposition des médecins les moyens. Il n'y a pas de médecine sans moyens. Voyez-vous, quand je dis les moyens, regardez un peu nos services d'urgence, la capacité d'accueil. OK? Si vous regardez, faites un peu ce qu'on appelle par l'intelligence comparée. Prenez la France, prenez le Congo. Pensez-vous que les services d'urgence de France est identique avec nos services? Je ne pense pas. Oui, mais moi ici,
ici, le souci se situe au niveau de la moralité. Se situe au niveau de la moralité parce que, pourquoi je le dis? Aujourd'hui, nous voyons dans les hôpitaux comment les professionnels de santé se comportent envers les patients. Lorsqu'un patient arrive, soit tu peux lui faire la morale, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, il a eu un accident, il est tombé, mais pourquoi tu n'es pas tranquille? Donc, au lieu de proposer des soins, c'est le médecin ou encore l'agent de santé qui est en train de faire la morale, qui est en train d'engueuler le patient que de le soigner. Est-ce que vous comprenez Oui, j'ai la compris. préoccupation? Mais Je comment com- aujourd'hui raviver ce lien de confiance-là? Comment faire aujourd'hui encore confiance au médecin? Quand on voit le médecin, on se sent soulagé, on se sent en paix parce qu'on sait que cette personne va nous emmener vers la guérison. je l'ai dit, la formation et l'information. Un médecin qui, parce que voyez-vous, on appelle ça c'est des fautes d'humanité. Un médecin commet une faute d'humanité lorsque ce dernier est désagréable, c'est-à-dire n'arrive pas à positionner la souffrance de l'autre à la place qu'il faut la positionner. Lorsque vous arrivez à l'hôpital et que le médecin commence à vous blâmer, déjà, c'est une faute parce que le médecin n'a pas pour vocation d'imposer au patient un choix. C'est l'autonomie du patient. Le médecin n'a pas vocation de gueuler le patient. C'est le respect mutuel dans le contrat de soins. Le médecin n'a pas vocation à sous-estimer, j'allais dire, un patient. C'est une violation du contrat médical. Et ça, je vous ai dit qu'un médecin qui se comporte ainsi viole le contrat de soins. Et lorsqu'il viole le contrat de soins, le contrat de soins, ça veut forcément dire que le médecin est en train de violer la loi. Donc, si vous trouvez un médecin qui insulte un patient, c'est une faute, parce que l'objet de soin est contraire à la loi. Si vous trouvez un médecin qui est en train de blâmer un patient, c'est une faute, parce que l'objet de soin est contraire à l'ordre public sanitaire. Donc, sur ce point-là, nous demandons à nos compatriotes que si vous avez en face de vous un médecin qui vous insulte, qui hausse le ton, sachez que ce médecin est en train d'exercer, en fait, est en train de se comporter en dehors du cadre. Mais je vous ai dit, la question de formation. Il faut rappeler constamment aux médecins la question de l'éthique médicale. L'éthique médicale oblige le médecin à respecter le patient, à respecter la vie. Le médecin a prêté serment pour sauver la vie. On ne peut pas sauver la vie et être désagréable face à la vie. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que lorsqu'on a prêté serment de sauver la vie, il faut respecter la vie. Et respecter la vie, c'est respecter cette personne qui est en face de vous. Au-delà même du cadre professionnel, c'est aussi là une question d'éducation. Vous ne pouvez pas hausser le ton à une personne qui est déjà fragile. Vous savez, un malade, ce n'est pas une personne comme tout le monde. C'est une personne fragile, une personne qui... le médecin, lui, vient faire le boulot le matin. Il vient exercer ce qu'il a appris. Il vient déballer ses connaissances. Mais le patient, lui, qui vient à l'hôpital, il est en train de penser beaucoup de choses. Il est au carrefour entre la vie et la mort. C'est-à-dire que pour lui, l'hôpital, c'est un lieu où il peut ou ne pas rentrer à la maison. Et donc, sur le plan psychologique, vous avez deux personnes avec deux dimensions émotionnelles différentes. Le médecin, lui, fait son boulot qu'il aime. Le patient, lui, il a peur de la mort. Et quand on a peur de la mort, on peut être un peu désagréable. Alors, il incombe au médecin de comprendre que je suis en face d'une personne qui est fragile, une personne qui est vulnérable. Parce qu'un malade n'est pas une personne comme les autres, c'est une personne vulnérable. Il regarde le monde pas comme tout le monde. Lui regarde le monde avec une réflexion. Est-ce que je vais rentrer à la maison? Est-ce que je vais mourir? Et cette pensée, souvent, trouble la conscience du patient. Et donc, c'est demander à nos compatriotes, notamment les médecins, à comprendre. Lorsque vous insultez, lorsque vous êtes désagréable devant un patient, au lieu de le reconforter, vous le détruisez encore de plus belle. Raison pour laquelle, si vous demandez à ceux qui se soignent souvent en Europe, ils vont vous dire que l'accueil chez les autres, juste l'accueil, mon oncle me disait juste l'accueil, tu es à moitié guéri. Ah oui, parce que la personne sait que franchir le pas de l'hôpital, où on va vous dire, écoutez, monsieur, vous avez telle pathologie.
écoutez, c'est pas facile. C'est pas facile. Et donc, il faut former, et c'est même ça l'objet que nous sommes en train de soutenir. Il faut former les médecins à l'éthique médicale. Et ça, l'État doit chaque année rappeler aux médecins la question de l'éthique médicale. On peut être le meilleur professeur, le meilleur médecin. Ça veut dire que vous avez une technique extraordinaire. Mais si vous n'avez pas l'éthique médicale, c'est-à-dire le respect du patient, le respect de la vie, à quoi sert cette compétence? Et nous sommes confrontés à ça. Vous n'êtes pas seul à remarquer. Je vous ai dit, quand j'écrivais ce livre, je fais le terrain. J'ai interrogé nos compatriotes pour savoir quel était leur sentiment sur le traitement que nous recevons lorsque nous sommes à l'hôpital. La plupart des cas, sur 10 cas, 8 m'ont dit, monsieur, à l'hôpital, nous ne sommes pas à l'aise parce qu'on est mal reçu. Le message est passé. Murphy Mbéry souligne également qu'un patient n'est pas un simple objet de soin ni un corps à réparer, mais avant tout un être humain porteur d'une dignité inaliénable. Murphy Mbéry, avant de boucler ce chapitre, on aimerait savoir comment vous évaluez la qualité de formation qui est dispensée aujourd'hui dans les établissements de médecine. Alors, il faut d'abord souligner que je l'ai souligné sur, on appelle ça le numerus clausus, c'est-à-dire le quota. OK? Vous savez, au Congo, nous avons un problème de médecins. Numériquement, on va vous dire qu'on a peut-être aujourd'hui 1000 médecins, mais sur le terrain, il y a un réel problème. Parce que si vous partez à l'intérieur du pays, vous trouverez des centres sans médecins. Voyez-vous? Et nos compatriotes qui vivent à l'intérieur du pays sont obligés de se fier soit aux sages-femmes, soit aux infirmières, ceux-là qui n'ont pas par principe la compétence pour prescrire une ordonnance. C'est un réel problème. Alors, peut-on imaginer un pays où l'on ressent le besoin des médecins à l'intérieur et que l'on puisse poser le numerus clausus, c'est-à-dire un quota? Pour dire que cette année, il faut par exemple 10 médecins, 5 médecins, 4 médecins. Ça, c'est un problème. Je le dis ouvertement aux décideurs publics, il faut ouvrir le secteur de la santé. Il faut lever le verrou du numerus clausus. Il faut laisser l'accès à l'école de médecine à tout étudiant, bien évidemment, qui aimerait faire médecine. Pourquoi? Parce que sur le terrain, nous avons un déficit. Et pour pallier à ça, l'État a été obligé d'envoyer une grande partie des étudiants à l'étranger. Au Cuba. Voilà, un peu partout. Ça veut dire quoi? Donc, on envoie à l'étranger alors qu'à l'interne, nous avons des quotas. Quelle contradiction! Est-ce que vous suivez cette contradiction-là? C'est-à-dire que l'État dit, je suis en déficit. OK, je forme. L'État forme à l'étranger, mais à l'intérieur, l'État pose des quotas. Ça, c'est un grand problème. Il faut lever ce verrou-là. Il faut laisser la médecine comme dans d'autres pays. Vous savez que le Congo est rare des pays qui autorisent le concours pour accéder à la fac de médecine. On est des rares pays. Dans d'autres cieux, l'accès à la fac de sciences, en fait, de médecine, c'est par voie d'inscription. Pourquoi? Parce que si vous avez tant de médecins, OK, l'État aura la possibilité de créer des catégories de médecins. Par exemple, des médecins qui, dans un premier temps, pourront exercer que dans des zones rurales. Et ça va aider nos compatriotes qui ont du mal à avoir un médecin à l'intérieur du pays. Ça, c'est un grand problème. Secondo, c'est que la formation d'un médecin doit évoluer en fonction des contraintes de temps, mais aussi des contraintes de technologie et de la science. Puisqu'on parle de l'IA aujourd'hui. Justement, c'est-à-dire qu'il faut absolument converger l'évolution du monde avec la formation des médecins. Vous ne pouvez pas garder un système de formation sans intégrer les évolutions du temps. Ça, vous serez en déphasage. Aujourd'hui, par exemple, on parle de télémédecine. Il faut bien évidemment créer des médecins
capable d'utiliser la télémédecine. C'est-à-dire que ça pourra nous aider à couvrir des zones où il n'y a pas de médecins, où il n'y a pas de compétences spécialisées. Vous savez, le Congo, peut-être qu'on va l'aborder, sur l'offre sanitaire, sur la pyramide sanitaire. On en parle tout à l'heure. Sur la pyramide sanitaire, nous avons un seul CHU. Et le CHU, c'est le centre où l'on retrouve les plus grands médecins d'un pays, là où la science médicale est exercée. Mais l'on trouve le CHU à Brazzaville. Ça veut dire quoi? Qu'un compatriote qui est à Ouesso, qui a besoin, bien évidemment, d'une compétence spécialisée, qu'est-ce qu'il fait? Prenez l'exemple où il doit se déplacer, quitter Ouesso jusqu'à Brazzaville. Combien de temps il fera en route? Mais si nous avons la télémédecine, c'est-à-dire qu'à distance, la compétence spécialisée, donc le professeur qui est au CHU, il peut très bien orienter, soit les examens, soit la prescription ou le traitement à distance. Mais ça, il faut l'intégrer. Mais aussi, une école de médecine, ce n'est pas forcément les bâtiments, c'est aussi le matériel, c'est aussi le laboratoire. Et là, nous avons abordé ça, ce point-là. Il faut interpeller l'État parce que l'État, il est le garant de l'offre publique sanitaire. C'est lui qui forme les médecins. C'est lui qui construit les hôpitaux. C'est lui qui construit les écoles de formation. Et lorsque l'État est censé former des médecins chevronnés, il doit mettre à disposition des écoles, des institutions, des moyens techniques et humains pour former des très bons médecins. Je ne suis pas en train de critiquer nos éminents médecins qui font un très bon travail, mais je suis en train de relever ici les déficits que moi-même, en tant que doctrinaire, j'ai constatés sur le terrain. J'étais sur le terrain, je l'ai constaté et je suis en train de l'évoquer, non pas dans l'intention de diminuer, mais de contribuer pour que l'offre sanitaire soit idoine au Congo. D'accord. Parlons de l'accès à l'offre de santé. Premièrement, on aimerait savoir, bien que vous m'ayez précédé, comment évaluez-vous l'offre de santé en République du Congo? Alors ça, c'est un grand problème, ce journaliste, l'offre. Voyez-vous, je l'ai souligné dans le livre. Il est le principe que l'offre doit être disponible. La disponibilité de l'offre sanitaire, c'est-à-dire cette disponibilité inclut également la proximité. Dans l'offre sanitaire, dans cette pyramide de l'offre sanitaire, à la base, nous avons des soins de santé primaires, dont on peut citer des centres de santé intégrés, donc des CSI. Nous avons des CSI qui constituent là la base. Et par principe, l'État doit construire des CSI dans chaque zone où il y a la population pour permettre à ce que celui qui a un problème puisse accéder au centre de santé intégré en moins de 5 minutes. Au maximum, c'est 30 minutes pour accéder à un centre de santé intégré, donc un CSI. Si vous avez par exemple un quartier où pour accéder à un centre de santé intégré, il faut 1 heure, 2 heures, 3 heures, là il y a un problème. Voyez-vous? Alors, vous avez des zones au Congo où il n'y a pas d'offres. C'est-à-dire qu'il y a ni CSI, il n'y a pas d'hôpital. Et donc, nos compatriotes sont obligés de marcher pendant longtemps, 1 heure, 2 heures, pour atteindre un centre de santé. Ça, l'accès est inégalitaire. Et ça viole l'ordre public sanitaire, également la justice médicale. L'idéal serait que la cartographie sanitaire puisse prendre en compte la proximité de chaque population. Et le ministère de la Santé est au carrefour de tout autre ministère. Voyez-vous, en matière de lotissement, par exemple, nous avons des Fumutu de Second qui lotissent des quartiers. Et lorsqu'on lotit un quartier, il faut prendre en compte également la population qui va y vivre, le nombre. Parce que si vous avez déjà une population de plus de 100 000 personnes, vous passez d'un CSI à un hôpital de base. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la population édicte l'offre sanitaire. Et donc, on ne peut pas créer un quartier sans associer le ministère de la Santé. On ne peut pas étendre une ville. En plus, une ville ne peut pas s'étendre jusqu'à l'infini.
Une ville doit être contrôlée. Pourquoi contrôlée? Parce qu'il y a des contraintes sanitaires. Vous avez ici les quartiers à Brazzaville, permettez-moi, où les compatriotes qui vivent, pour accéder à un centre de santé, il faut 2 ou 3 heures. Là, c'est une violation parce que la loi dit quoi? Il faut au minimum, ok, 30 minutes. Mais sinon, c'est 5 minutes qu'un compatriote doit quitter de chez lui pour atteindre Un centre de un santé. centre de santé intégré, donc un CECI. Lorsqu'il doit aller à un hôpital de base, c'est entre 1 heure, parce que là-bas, il y a des soins spécialisés pour trouver la chirurgie. Voyez-vous? Mais au Congo, à Brazzaville, à Pointe-Noire, les 2 villes, les nouveaux quartiers qui naissent, ok? Est-ce que le ministère de la Santé essaie de monter, de hausser le ton contre les fonciers pour dire que quand vous lotissez, pensez toujours à réserver une terre pour que l'État vienne installer des centres de santé. Et lorsque la population atteint 100 000, 150 000, il faut dans cette zone-là créer un hôpital. Mais non, ça c'est la théorie. Dans la pratique, qu'est-ce qu'on retrouve? Voyez-vous, je prends l'hypothèse. L'offre sanitaire pharmaceutique. Vous connaissez Dolisie, par exemple. Si vous quittez Dolisie, le Niari, c'est un grand département en termes de superficie. Si vous quittez Dolisie, par exemple, vous rentrez à l'intérieur, c'est difficile de rencontrer une pharmacie moderne avec les médicaments, tout ça. OK? Alors, celui qui est à Mayoko, qui a un problème de santé, où il doit payer un produit, il doit quitter par exemple Mayoko, il doit sortir à Dolisie pour trouver une pharmacie entre guillemets moderne. Vous comprenez la question de l'accès à l'offre. Donc, ces disparités-là menacent bien évidemment la vie. Or, tout ce qui est vie est non négociable. L'État ne peut pas sacrifier la vie. La vie est une valeur non négociable. Si l'État a des moyens, l'État doit mettre tous les moyens possibles au service de la vie. C'est-à-dire permettre à ce qu'un compatriote qui est malade, qui puisse accéder à un centre de santé, qui puisse accéder également à une pharmacie. Mais si vous avez des zones dans le pays, j'ai pris l'exemple du Niari, parce que dans le livre, je l'ai cité. Si vous quittez Dolisie, vous partez à l'intérieur du Niari, le Niari profond, ok? Quand vous quittez le Niari profond pour arriver à Dolisie, ce n'est pas 1 heure, ce n'est pas 2 heures. C'est plusieurs heures. Et donc, l'offre sanitaire également fait intervenir le réseau routier, le système de communication. Si la route n'est pas bonne, comment un compatriote peut quitter un point A, un point B pour aller se faire soigner? Si la route n'est pas bonne, là où il devrait arriver à moins de 2 heures, en fait, à moins de 30 minutes, il arrivera 3 heures, 4 heures après. Donc, l'offre sanitaire, je vous ai dit, est au carrefour de tous les ministères, il est au carrefour de toutes les sciences. Donc ici, en termes de proposition, l'État doit prendre en compte le fait que la position d'un centre de santé, ce n'est pas parce qu'on veut construire. On construit un centre de santé parce qu'il y a la question de la population et de proximité. Mais vous avez par exemple à Bakongo, vous savez par exemple à Congo, on a 2 CECI. Alors qu'il y a d'autres quartiers, il n'y a quasiment pas de CECI. Donc, vous avez un quartier où l'offre est un peu plus aisée et d'autres, l'offre n'est pas aisée. Ça, il y a un problème. Il faut résoudre ce problème-là. Alors qu'il faut dire au ministre de la Santé, Monsieur le ministre, l'offre sanitaire obéit aux questions de temps et d'espace. Il y a le temps et l'espace. L'espace, c'est la position de la structure sanitaire. Le temps, c'est que l'accès à un centre de santé est subordonné également au temps. Moi, si je vais atteindre un hôpital, on me dit c'est entre 1 heure. Pourquoi 1 heure? Parce que la personne, par exemple, qui fait un AVC, l'AVC, pour accéder aux soins de santé, on me dit quasiment moins d'1 heure. Si, par exemple, vous avez fait l'AVC où il y a eu rupture, le sang, en fait, la veine, il y a eu rupture. Mais il faut quasiment 1 heure. Je dis bien 1 heure pour sauver cette vie. Au-delà de 2 heures, la zone
qui est endommagée, puisque cette zone ne reçoit plus d'oxygène. Le cerveau peut être endommagé et de manière irréversible. Donc l'accès aux soins obéit à la dimension du temps et à la dimension de l'espace. L'espace, je le réintègre, en fait je le rappelle, la construction des centres de santé n'obéit pas au hasard. C'est calculé, c'est paramétré en fonction de la population qui y vit. Parce qu'une fois que la population atteint un certain nombre, il faut basculer vers un autre type d'offre. Mais aussi le temps. On accède à un centre de santé, on prend en compte le temps. Donc, voilà sur cette question, je ne sais pas si j'ai répondu. Justement, en parlant d'offres de santé, il y a également un autre aspect, c'est celui de la propriété. C'est-à-dire que l'environnement médical est censé être propre. Mais on remarque aujourd'hui que l'insalubrité bat son plein dans les établissements de santé publique. Comment est-ce qu'un endroit où on est censé retrouver la guérison, on y sort avec des infections et avec d'autres maladies? Oh là là, cette question elle est très pertinente parce que en 2026, la Cour de compte de France a rendu un rapport. Suivez ce rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes, nous sommes en 2026, c'est le rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes s'est interrogée sur l'argent que l'État français dépense pour résoudre les problèmes liés au conflit, au litige de santé. Parce que le montant était un peu exorbitant. Alors la Cour des comptes a voulu chercher à savoir la cause. Et quand la Cour des comptes a examiné les causes, la Cour des comptes a retenu que la France perd par an plus de 4000 citoyens français meurent en raison des infections nosocomiales. Wow. Plus de 4000, dépassant même les accidents de la route qui a 3000 et quelques. C'est le rapport de 2006 de la Cour des comptes. Vous vous rendez compte? Plus de 4000. Et c'est quoi les infections nosocomiales? C'est-à-dire ce sont des microbes que l'on contracte à l'hôpital et l'on trouve la mort. Donc vous quittez de chez vous avec une maladie peut-être plus ou moins importante, vous arrivez à l'hôpital, vous contractez une autre maladie. En fait, c'est ces infections-là, ces microbes. Et souvent, l'on trouve là la mort. Mais si la France, par an, enregistre plus de 4000 décès, imaginez un peu le niveau d'hygiène des hôpitaux en France. 4000. On fait le parallèle, on arrive au Congo. On aura combien de cas de décès liés aux infections nosocomiales? L'offre sanitaire, je l'ai dit, l'offre sanitaire, ce n'est pas forcément les bâtiments, ce n'est pas que le personnel soignant. L'hygiène des bâtiments fait partie fait partie des critères de l'offre sanitaire. L'hygiène. Voyez-vous? Parce que l'hôpital est un lieu où les microbes circulent. Et donc, l'État a l'obligation, quand il crée un centre de santé, ou encore lorsque le centre de santé existe, c'est de travailler pour assainir le milieu hospitalier. Lorsque le milieu hospitalier n'est pas assaini, ça crée des cas graves et surtout les cas d'asepsie qui, bien évidemment, causent la mort des patients. Donc, la question d'hygiène, regardez les conditions de nos bâtiments. Je ne vais pas rentrer à l'intérieur parce que c'est une question d'ordre public, mais regardez seulement si la France perd par an plus de 4000 patients liés aux infections nosocomiales. Le Congo en paierait combien? Et même là, la Cour des comptes, le rapport révèle que les établissements cachaient un peu les chiffres. Voyez-vous? Donc, la santé, ce n'est pas forcément soigner, c'est aussi l'hygiène. Voyez-vous? Le bloc opératoire qui n'est pas nettoyé comme l'exige la science médicale. Peut-être un endroit où l'on fabrique des morts. Parce que quand on opère une personne, on ouvre le corps humain. Mais si l'environnement est bourré de microbes, à la fin de l'opération, les microbes vont faire leur travail. Et la plupart des
des échecs après post-opératoire, c'est souvent lié aux infections nosocomiales, c'est-à-dire les bactéries, les microbes qui attaquent des patients à l'hôpital. Et sur ce point-là, nous interpellons le pouvoir public de regarder dans quelles conditions les patients sont hébergés. Techniquement, on appelle ça l'hébergement sanitaire. Dans quelles conditions ils sont hébergés. Vous avez des salles d'hospitalisation où les enfants sont entassés. Vous imaginez, nous regardons à l'œil, quand on regarde comme ça, on peut se dire, écoutez, même à la maison, souvent comme ça, mais à l'hôpital, c'est un endroit où les microbes circulent. Et donc, la proximité, cette proximation-là, cette proximité peut créer des dégâts irréparables. Et là, il faudra que les gens, les responsables, prennent conscience, c'est-à-dire que ça, c'est un fait qui détruit des vies. Peut-être que chez nous au Congo, on n'arrive pas à comptabiliser, à avoir un rapport comme a fait la Cour des comptes de France. Mais chez nous, si on faisait par exemple l'expertise, le rapport nous donnera combien comme chiffre de décès par an. Et donc, nous rappelons, je l'ai dit dans le livre, la question de l'hygiène fait partie des critères de l'offre sanitaire. Et chaque structure doit avoir un bâtiment où l'on élimine les déchets. D'accord, M. Mbéry. Lentement et sûrement, nous tendons vers la fin de notre discussion. Aujourd'hui, la primauté de la vie humaine est remplacée par l'argent. Il faut payer avant d'être touché. Comment sommes-nous arrivés là? Ben, voyez-vous, l'objet du contrat sanitaire, c'est soigner. Et quand je vous ai dit, l'objet doit être conforme à la loi et à l'ordre public. La loi nous dit que la vie humaine est sacrée et qu'aucune valeur ne peut se poser devant la vie, ni l'argent. Par principe, lorsqu'un patient arrive à l'hôpital, on ne peut pas subordonner à ce patient une consultation avant d'être soigné. Payer avant d'être touché, payer avant C'est une violation de la bénéficier des loi. soins. C'est une violation de la loi. Et ça, je le dis. Vous savez, par exemple, en France, le système est désargenté. On paye à la fin du processus. Quand vous rentrez, vous ne payez pas. On vous soigne, vous payez à la fin. Par principe. Cependant, il y a des structures où, par exemple le nôtre, où l'État rencontre quelques difficultés à faire fonctionner les structures sanitaires. On dit, écoutez, il faut subordonner chaque patient à payer une consultation. Oui, mais lorsque le patient est en mesure de payer, lorsque le patient ne peut pas payer, vous ne pouvez pas refuser de soigner le patient parce qu'il n'a pas payé la consultation. Le refus, en réalité, veut dire quoi? Que le médecin ou la clinique fait passer l'argent avant la vie. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on dit c'est d'abord l'argent, la vie vient après. C'est devenu un phénomène normalisé dans notre pays. Je vous ai dit, l'objet du contrat doit respecter la loi et l'ordre public sanitaire. C'est d'abord la vie. Il n'y a pas une valeur supérieure à la vie. Voyez-vous? C'est d'abord la vie. Et donc, si le patient, par exemple dans l'hypothèse en urgence, lorsqu'il y a urgence sanitaire, la personne arrive en urgence dans un centre hospitalier et le personnel soignant lui demande d'abord de payer avant de le toucher. Vous trouvez ça normal? Un médecin qui se comporte ainsi, j'allais dire, viole non seulement la loi, mais également les règles de l'éthique médicale, qui oblige le médecin à protéger d'abord la vie. L'argent vient après. Donc, si ce phénomène-là persiste dans les hôpitaux, cliniques et autres, l'État doit prendre ses responsabilités. Et d'ailleurs, le montant de consultation, qui fixe le montant? Ce n'est pas une clinique. Vous avez érigé votre clinique et vous-même, vous fixez le montant de la consultation. C'est l'État qui fixe le montant de la consultation. L'État dit consultation 2000. Mais permettez-moi de vous donner, par exemple, cet élément. Oui, allez-y. L'État congolais dépense 28 700 par an
par tête d'habitant. Raison pour laquelle le système de santé au Congo, l'État soutient un système de santé primaire. Parce que, selon les recommandations de l'OMS, l'État doit dépenser entre 40 et 60 dollars par an habitant pour soutenir un système de santé primaire, qui fait entre 20 000 et 36 000. Le Congo dépense 28 000. Donc, on est à l'intérieur, on est dans l'intervalle entre 40 dollars et 60 dollars. Mais si vous prenez 28 000 francs CFA, divisé par, là on dit an, divisé par 12 le mois, l'État dépense 2300 ans par habitant. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Si je pars à l'hôpital et que la consultation est à 5 000, ça veut dire que je supporte même au-delà de ce que l'État paye pour moi. Mais l'État, quand l'État paye, quand l'État supporte l'offre, ce n'est pas dans le critère de l'égalité, c'est dans le critère de l'équité. Parce que tous les compatriotes ne sont pas des fonctionnaires. Il y a des compatriotes qui sont des chômeurs, qui n'ont pas de revenus. Et donc l'État, en tant que garant de l'offre, qu'est-ce que l'État fait? L'État met à disposition du ministère de la Santé un montant pour soutenir nos compatriotes qui quasiment n'ont pas de moyens. Mais 2300, je vous dis 2300 le mois, ce que l'État supporte. La consultation est à 15 000. Il y a d'autres cliniques, la consultation est à 25 000. Qui fixe, qui contrôle l'offre sanitaire au Congo? C'est qu'il y a un problème. Raison pour laquelle la justice, quand on parle de l'État, il est également, on voit les trois pouvoirs, pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Les parlementaires, dans leur office, doivent contrôler. Le judiciaire, en tant que protecteur des droits et libertés individuelles, il faut regarder ça. Donc, sur la question de la consultation, si vous avez un compatriote, même vous-même, vous partez dans une clinique, un hôpital, où on vous subordonne, on dit, payez d'abord, payez avant d'être soigné. Ok? Si vous avez la possibilité on va dire ça, de supporter un procès, alors je vous dis, vous allez gagner. C'est une violation de la loi, une violation de l'ordre public sanitaire. Lorsque un patient n'a pas les moyens de payer la consultation, l'éthique médicale oblige le médecin à soigner d'abord et à recouvrer après. Dans l'hypothèse où le patient a son argent, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout le problème. Et ça, le ministre de la Santé doit regarder avec tous les services techniques qui l'entourent. Il faudrait que la question de la consultation soit encadrée. Quel est le montant? Et qui décide du montant. Ce n'est pas n'importe qui décide du montant. D'accord. Est-ce que le droit à la santé est réellement placé au cœur des pouvoirs publics? Mais bien évidemment. Je pense que le Congo, depuis fort longtemps, essaie de le faire. Vous imaginez à cela quelque temps, la césarienne était gratuite. D'accord? L'État a voulu que les drogues, c'est en fait les drogues anesthésiantes qu'on utilise pour des femmes enceintes qui présentent des difficultés pour accoucher, voilà, puissent en bénéficier gratuitement. Mais c'est des coûts. Et vous avez également le traitement du palu qui, à un certain âge, est gratuit. Ça veut dire que l'État essaie de financer. Mais tout de même, nous demandons à l'État de partir du financement de l'offre, en fait, de la santé primaire vers le financement du système de santé secondaire. Pourquoi? Parce que pour avoir un système de santé fiable, il faut aller vers le financement de santé secondaire, où l'on oblige à ce que l'État dépense en francs CFA 41 000 francs CFA par tête. Si vous prenez 41 000 francs CFA par tête, nous sommes 6 millions d'habitants. Quand vous multipliez, alors là, l'État doit dépenser autour de 900 milliards pour soutenir l'offre. Voyez-vous? Mais là, l'État dépense 28 000. Jusqu'ici,
l'État supporte l'offre, en fait, le système de santé est primaire. Mais on ne peut pas soutenir un système de santé primaire et exiger à ce que l'on puisse avoir l'offre sanitaire idoine, comme un peu à l'image de la France. La France dépense par an, par tête d'habitant, entre 5 000 et 6 000 euros. Vous voyez la différence? Nous dépensons 28 000. Vous comprenez pourquoi l'offre sanitaire de la France et du Congo est un peu, la distance elle est énorme. Donc, pour revenir à votre question, si nous voulons bien évidemment renforcer, créer l'offre qui sera à la dimension que nous voulons tous, il faut passer du financement de l'offre primaire à l'offre secondaire. C'est-à-dire que l'État doit dépenser par an, par tête d'habitant, 41 000 francs CFA. 141 000 francs CFA. À partir de là, avec autour de 800 ou 900 milliards, je pense qu'on peut bâtir une offre de santé idoine. Voilà. Mais aussi, dans le temps que l'État va supporter l'offre de santé primaire, je pense qu'on aura quelques difficultés parce qu'il n'y a pas d'offre sanitaire sans argent, sans financement. Ça, faut pas croire. D'accord, monsieur Murphy Kelvin Berry. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci. Vous allez fixer la caméra au cas où vous aurez un message adressé à l'endroit des professionnels de santé ainsi qu'aux patients et au pouvoir public. À vous la parole. Merci pour m'avoir accordé l'espace pour discuter de cet ouvrage de 300 et quelques pages. Alors, c'est la caméra, oui. L'ouvrage que j'ai écrit portant sur justice médicale et offre sanitaire ne s'adresse pas ne fustige pas un corps de métier. Au contraire, on essaie d'apporter des propositions, on essaie d'apporter le peu que nous pouvons en tant que chercheurs. Et donc, j'en appelle au pouvoir public, à ceux-là qui ont la capacité de lire et d'utiliser les propositions faites. Par exemple, j'ai proposé à ce que l'on puisse créer une agence de régulation de l'offre sanitaire au Congo. L'agence de régulation qui aura pour mission de contrôler l'offre, comme un peu l'ARPC qui contrôle le secteur du numérique. Il est temps d'aller vers une agence de régulation pour que l'offre au Congo soit contrôlée par une structure qui peut sanctionner des manquements, mais également retirer l'agrément à toute structure sanitaire qui ne respecte pas la loi et l'ordre public sanitaire. Lorsque j'ai dit ainsi, merci infiniment. Je pense que ce n'est pas pour la première fois. Prochainement, parce que le livre, il est à 304 pages, on a peut-être abordé quelques éléments. Il est vendu à combien et où, comment? Le livre, il est à 33 €, donc il est vendu en francs CFA à 25 000 francs CFA. C'est l'Harmattan qui l'a publié. Donc, tous ceux-là qui auront besoin du livre pourront passer. Mais aussi, la présentation du livre, c'est le mois prochain, juin, que nous allons présenter le livre de manière officielle. Et donc, nous pensons que Tcheleka sera parmi les invités. Et voilà. Merci d'avoir pensé à nous dans votre programme et merci d'être passé dans la grande interview. Merci infiniment. Merci. Vous l'avez entendu, vous l'avez suivi, vous l'avez écouté. Quitte à vous de vous approprier de cet ouvrage. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Point de programme sur Tcheleka Média, plus loin que l'œil puisse voir.